Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Bonjour Laïla, je suis honorée au bas mot de te recevoir sur le podcast. Je te souhaite la bienvenue. Juste merci en fait d'avoir pris ce temps pour être là parce que je vais avoir beaucoup de questions pour toi et je suis pas la seule. Bonjour Florence, et tout l'honneur est pour moi et je suis ravie de pouvoir partager mon expérience avec d'autres. Expérience qui n'est pas commune, mais si quelqu'un a le même projet, il ou elle sera ravi, je pense. Même par curiosité finalement, parce que c'est des parcours qu'on connaît assez peu. On va commencer par une question très simple au niveau facile. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Absolument. Alors, moi, c'est Leïla. J'ai actuellement 45 ans. Je suis maman de 3 grandes filles maintenant, j'ai fini mon internat donc de médecine générale en octobre dernier. Et donc là, actuellement, je suis médecin généraliste remplaçant, thésarde, puisque je devrais passer ma thèse courant 2026. Bah la classe, j'ai envie de dire. Hein. Si ça, c'est pas Eh, une dit belle comme ça, c'est présentation. pas mal. Tout le monde ne peut pas faire cette présentation-là. Moi, par exemple, je ne peux pas. Si on revient en arrière sur ton parcours scolaire, parce que souvent, l'enseignement, c'est une vocation, mais souvent, la médecine, c'est aussi une vocation. Donc, comment est-ce que tu avais choisi tes études à l'époque et est-ce que tu avais déjà l'un des deux projets ? Est-ce qu'il y a l'un qui arrivait à la place de l'autre, puis tu reviens à tes premières amours ? Comment ça s'est passé ? Alors non, pas du tout. Le projet médecine n'a jamais été dans la sellette à l'époque. C'était pas du tout un projet ni quand j'étais toute petite, ni quand j'étais ado, ni même après. Moi, j'avais un profil plutôt littéraire. Donc, si je m'étais écoutée et que j'étais complètement indépendante, j'aurais fait un bac L. Mais j'avais une mère qui n'arrêtait pas de me répéter que le bac S ouvrait beaucoup plus d'opportunités. Ça, on l'a beaucoup entendu. Voilà, exactement. Je ne sais plus quelle était sa phrase, mais c'était un truc du style, ça ouvre beaucoup plus de portes. Donc, j'ai fait un bac scientifique et j'ai vraiment, vraiment, vraiment galéré. Je crois que j'ai eu la mention passable avec des notes assez catastrophiques en maths et en physique-chimie notamment. Je m'en sortais pas mal en SVT, mais finalement, SVT, ça reste quelque chose d'accessible au profil littéraire, donc c'était pas trop le problème. Et donc, forcément, dégoûtée de mon bac S, que j'ai eu difficilement avec ma mention passable, en prenant des cours de maths. Enfin bref, c'était vraiment laborieux. Je me suis dit, mais terminer les sciences, ça n'est pas pour moi. Il est temps que je me rende compte, tant que le monde accepte que je ne suis pas faite pour les sciences. Et donc, naturellement, je me suis dirigée vers une solution de simplicité à l'époque, puisque j'avais une fac de droit qui était dans ma ville et j'avais pas trop réfléchi à mon projet professionnel. Et à l'époque, je ne sais pas de quelle année tu es, Florence, mais il y avait une série qui s'appelait Ali McBeal. Ah, je pense que je suis un tout petit peu trop jeune, je suis de 92. Je connais le nom, mais j'ai jamais J'étais vu. trop jeune, mais bon, bref, c'était une avocate à l'époque et j'ai regardé cette série et je trouvais ça génial de devenir avocate, etc. Donc, j'ai commencé à faire du droit tout simplement en me disant, je vais devenir avocate. Et puis finalement, ça m'a pas vraiment plu. Et pareil, sous la menace de ma mère, il a fallu quand même que j'ai mon DUG de droit. Sinon, il était hors de question que je fasse autre chose. Et le fameux autre chose, ça a été une licence de sciences de l'éducation à Paris, à la Sorbonne, puisque à ce moment-là, je me suis dit, mais en vrai, être prof, c'est génial, j'aime transmettre. Bon, ce qui va plutôt bien avec ma personnalité, en réalité, c'est pas quelque chose complètement aberrant. Et donc, j'ai fait la fameuse licence de sciences de l'éducation. Je suis allée jusqu'à la maîtrise. J'ai voulu faire un DEA, j'ai fait une seule demande et j'ai été refusée. Donc, du coup, je me suis arrêtée à ma maîtrise et là, je me suis dit, je vais passer le concours de professeur des écoles, le fameux CRPE. Et à ce moment-là, j'avais déjà ma première fille qui avait 1 an et je révisais la nuit et franchement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu mon concours, donc plein de concours de circonstances, on va dire. C'était un pré-entraînement à ce qui t'attendait plus tard. Voilà. Tu le savais pas, mais la vie te préparait déjà. Et donc, pas de médecine dans la balance jusque-là. Ton concours, tu l'as eu du premier coup. Et j'étais même assez surprise puisque j'avais eu un bon classement à l'époque. Je crois que j'étais arrivée 200e sur 1200 quelque chose. Donc, c'était vraiment bien. Voilà, super, génial. Je vais commencer. J'avais choisi l'UFM qui me plaisait en région parisienne. Et j'ai été lancée dans cette carrière qui, ma foi,
augurait beaucoup de belles choses. En tous les cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Mais oui, parce que toi, tu as enseigné pendant combien de temps du coup? Ben, au total, je pense que j'ai dû faire 6-7 ans maximum. C'est un métier qui t'a plu? C'est un métier qui m'a plu en théorie. C'est un métier qui est très noble et qui demande des qualités humaines qui sont pour moi de grande qualité. Et vraiment, c'est un métier que je trouvais très beau. J'aimais beaucoup le contact avec les enfants. Je trouve que c'est un public incroyable et je pense que c'est pour ça que je me suis dirigée vers le concours de professeur des écoles parce que j'aimais cette idée d'être au contact des enfants, leur innocence, le fait que voilà, tu vives des vrais moments humains. Et puis, à côté de ça, bah, la pratique, c'est complètement autre chose, quoi. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il y a des petites choses qui vont pas. Et puis, très vite, alors très vite, j'exagère, mais peut-être au bout de 3 ans d'exercice déjà, je commençais à sentir que bah, il y avait un caillou dans la roue et que ça allait pas fonctionner comme je voulais, quoi. Ouais, mais sachant que 3 ans, bon certes, c'est pas rapide dans le sens c'est pas au bout de 3 jours, mais sur une carrière, on va dire en moyenne de 42 ans, 3 ans, c'est pas tant que ça. Donc finalement, si, c'est quand même assez rapide, je trouve. Oui, effectivement, ça a été relativement rapide, mais parce que je pense que, encore une fois, c'était à l'époque une solution de facilité que j'ai prise et je l'ai enjolivée comme ça en me racontant plein d'histoires sur le fait que ça allait être génial, que j'allais avoir les vacances scolaires, que j'allais être près de mes filles pour pouvoir m'en occuper. Mais bon, sorti de ça, si tu veux, si tu te sens plus investi de cette belle mission que tu avais au départ et que tu commences un peu, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que petit à petit, j'ai commencé à le voir vraiment comme un job alimentaire. Ça m'horrifiait de me dire que je venais le matin comme on peut aller à la caisse d'une supérette, quoi. Oui, ouais, la passion n'était plus là, il y avait pas la flamme. Non, pas du tout, non. Et c'est vrai que c'est un métier qui est enfin, tous les métiers où il y a beaucoup d'humains, c'est assez difficile à faire de manière automatique, surtout si dans la fameuse théorie, on s'est projeté dans quelque chose qui allait nous nourrir et qui finalement ne nous nourrit pas de la façon dont on l'avait imaginé, quoi. Exactement. Quand tu t'es rendu compte qu'il y avait ce petit caillou dans la roue, est-ce que tu t'es dit, je vais essayer de mettre des choses différentes en place dans ma classe, d'enseigner différemment, de prendre un autre poste? Ou est-ce que tu t'es dit, bah, je vais partir ou juste prendre une pause? Comment ça s'est passé dans ton cheminement intérieur? Alors j'étais ZIL les premières années, donc je remplaçais beaucoup. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me pose enfin dans une classe un petit peu plus longtemps. Bah, ça n'a pas fait grand effet. Je me suis dit que j'allais devenir formateur des INSI, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Oui, quand tu passes le CAFI PEMF. Exactement. Pareil, je m'étais dit peut-être que c'est ce qu'il me faudrait et puis finalement, bon, franchement, la perspective d'enseigner à d'autres enseignants, je me sentais pas légitime parce que j'avais pas l'impression de faire des trucs incroyables dans ma propre classe et puis bon, bah, tu sais, ils ont cette réputation d'être un peu des super profs et j'étais pas dans cette optique-là. J'ai commencé à me dire que bon, bah, comme j'aimais pas les sciences, je les enseignais de manière hasardeuse. Donc pareil, gros syndrome de l'imposteur en me disant que bah, probablement ce que je proposais n'était pas au niveau. La responsabilité aussi de la scolarité des enfants, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, ben, tu restes quand même leur référent principal. Qu'est-ce que tu leur as proposé? Est-ce que tu as été au niveau? Enfin, vraiment, je commençais à me poser tout plein de questions. Et ce que j'ai mis en place à un moment donné, c'est surtout d'essayer de proposer une structure alternative. Donc, en fait, j'ai essayé de sortir du système public pour éventuellement rejoindre le système privé en me disant que le système privé, peut-être qu'on pourrait faire plus de choses, peut-être que ce serait moins rigide comme système. Et puis finalement, bah, même ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est des structures où tu es souvent payé un peu au lance-pierre et le but, c'était pas de se précariser non plus. Donc oui, j'ai beaucoup réfléchi à plein de choses en même temps. Je me suis dit que j'allais devenir professeur de français au lycée, donc j'allais passer un autre concours. Bref, j'ai un peu tourné en rond en essayant de trouver la solution la plus adaptée à ma situation à l'époque. Mais force est de constater que quelle que soit la solution que je trouvais, bah, soit ça fonctionnait pas, soit j'avais pas ce feu en moi qui me permettrait de nourrir cette reconversion jusqu'au bout. Et est-ce que tu as eu un autre déclic ou un autre projet avant de te dire ah, ce sera médecine? Ou est-ce qu'à un moment donné, la médecine est arrivée et de quelle façon cette idée-là t'est venue? Parce que c'est pas commun quand même. Non, c'est pas commun. Alors la médecine, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'est installé tout doucement. Pendant toutes ces années où j'étais professeure des écoles, je m'intéressais énormément à la santé. Donc je lisais énormément, je regardais des documentaires, je pouvais avoir des discussions, pendant des heures, à plein de sujets, notamment le sujet de la longévité. J'étais passionnée des populations qui vivaient plus de 100 ans. Donc j'étais vraiment passionnée par ce sujet et je me suis,
beaucoup intéressée à ce sujet. Et petit à petit, je me suis dit que je pourrais faire quelque chose dans ce domaine-là. Donc forcément, tu as toutes tes idées tu sais, de coach, de machin, de trucs qui te passent en tête. Et puis, tu te sens jamais vraiment légitime. Bon, moi, je souffre d'un gros syndrome de l'imposteur. Donc forcément, J'entends ça, ouais. ouais, je me sens jamais légitime pour rien. La bonne élève que je suis, hein, parce que j'étais une bonne élève dans l'enfance, en tous les cas, jusqu'à la fin du collège, j'étais quand même une assez bonne élève. Il y a que les études, il y a qu'un diplôme, il y a qu'un concours qui viendra te donner cette légitimité-là. Tu vois, j'ai pas ce bagou que peuvent avoir des personnes sans aucun diplôme et qui se lancent et qui se sentent légitimes. Moi, je suis pas du tout comme ça. J'avais besoin de quelque chose qui vienne acter ma légitimité. Donc, je me suis dit, je vais reprendre des études. Et puis là, je me suis dit, nutritionniste, tiens, pourquoi pas. C'est un sujet qui me plaît bien. Mais en même temps, nutritionniste, bon, tu vas dépendre de la prescription d'un médecin. Tout le monde ne viendra pas te voir parce que finalement, les nutritionnistes, c'est déjà des personnes averties, souvent qui consultent des diététiciens nutritionnistes. Tu ne pourras pas faire ce travail de prévention que tu aimerais faire au sens large du terme. Et puis, en fait, viser la Lune et au pire, vous atterrissez dans les étoiles. Donc, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que ce serait le métier de rêve que tu voudrais pouvoir faire? Et là, force est de constater que clairement, pour moi, le métier, le goal ultime, c'était médecin, en fait. Tu t'es laissé, tu t'es autorisé à te dire, j'aimerais devenir médecin. Parfois, on se dit, tu sais, on commence à y penser et on se dit, oui, mais c'est tant d'études, c'est pas possible. Et du coup, on n'y pense pas vraiment. Toi, dans ta tête, c'était possible. Alors, qu'est-ce qui a été possible dans ma tête à ce moment-là? En fait, je conseillais quelqu'un de ma famille qui voulait changer de carrière et qui voulait reprendre des études, notamment pour devenir kiné, mon petit frère. Bon, lui, quand je lui en parle aujourd'hui, il s'en souvient absolument pas de cet épisode, mais il sait pas que ça a été un moment déterminant dans ma vie à moi, parce que finalement, en le conseillant lui et en faisant des recherches sur comment est-ce qu'il pourrait reprendre ses études, comment est-ce qu'il pourrait devenir kiné, tout doucement, cette idée que moi aussi, je pourrais le faire est venue se mettre dans ma tête. Et j'ai commencé à voir que c'était possible, notamment pour les 2-3 premières années. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à regarder un petit peu au-delà, à savoir quel financement je pourrais demander, quelles solutions finalement au niveau de l'éducation nationale je pouvais mettre en place. En fait, une fois que je me suis dit, le goal ultime, ce serait médecin, cette phrase-là a fait que je suis passée tout de suite dans le comment on fait. Allez, comment on fait en fait? Ok, d'accord. Donc ça, c'est ton rêve. Est-ce que c'est faisable? Si c'est faisable, tu essayes. Si c'est pas faisable pour une raison administrative ou un truc voilà, qui te bloquerait définitivement, bon tu passes à autre chose. Souvent, c'est le plus difficile, c'est vraiment toute cette phase où tu réfléchis et tu sais pas et tu cherches et tu es en train d'estimer, de te projeter et de voir il y a ça qui serait bien, ah ouais, mais il y a aussi ce côté négatif là et tout. Et comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que quand tu sais ce que tu veux faire, t'as entre guillemets plus que la mise en place et c'est beaucoup plus administratif, pratique, organisationnel. Tu sais où aller chercher des ressources ou à qui tu peux poser des questions, alors que quand tu es dans la phase de réflexion, tu es un peu avec toi-même, même si tu fais un travail avec quelqu'un ou quoi que ce soit, il faudra toujours le temps qu'il faudra pour que ça décante. T'as pas la main sur la temporalité. Est-ce que tu sais justement combien de temps il s'est passé entre le moment où tu t'es dit allez, pourquoi pas médecine, et le moment où tu es vraiment passé à l'action et tu t'es dit allez, je regarde vraiment comment on s'inscrit à médecine? Le moment où je me suis dit pourquoi pas médecine, en fait, ce que j'ai mis en place avant de vouloir faire médecine, c'était un truc complètement je pense que ça fait partie du processus. C'est que j'avais décidé de réunir une dizaine de jeunes femmes qui étaient fatiguées, qui voulaient se reprendre en main sur le plan physique, changer leurs habitudes alimentaires, etc. Donc, dans le domaine qui me plaisait. J'ai mis en place ce petit truc. C'était une espèce de petit groupe comme ça où on mettait en place une alimentation un peu ancestrale. On faisait attention à supprimer tous les produits transformés et on se voyait une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Quand j'ai commencé à leur parler alimentation, exercice physique, supplémentation, etc., je me suis dit, ça va, c'est quand même des sujets que finalement, à force de t'être renseigné, tu maîtrises un peu. Et donc, ça, c'était en janvier 2013. Je me suis inscrite en médecine en septembre 2013. Donc, tu vois, on va dire que finalement, c'est un processus de 6 mois mentalement qui fait que je savais que je voulais faire autre chose. Je savais que je ne retournerais pas à l'éducation nationale. Ça, c'était une certitude. Et en fait, je voyais ma dernière année de congé parental qui arrivait et je me disais, à un moment donné, il faudra prendre une décision.
soit tu y retournes, soit tu n'y retournes pas, mais il y a cette décision-là, il y a ce mur qui arrive et il faut se décider. Et en fait, en septembre 2013, donc c'est la dernière année de mon congé parental qui débute. Donc la rentrée à l'école, hein, tu sais, nous les profs, le mois de septembre, c'est toujours quelque chose, c'est un mois chargé émotionnellement. Oh oui. Donc, il y a ce fameux mois de septembre qui arrive et je suis lancée, moi, de mon côté, puisque j'ai fait toutes les démarches d'inscription en juin, entre avril et juin 2013. Et finalement, ça a été un processus, voilà, sur à peu près 6 mois où, entre le moment où je me dis que le métier de mes rêves serait de devenir médecin et le moment où je me lance pour essayer, c'est à peu près le temps qu'il a fallu pour que mentalement, j'intègre un peu tout ça, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, dans le sens où effectivement, une fois que tu sais ce que tu veux faire, toute la charge émotionnelle disparaît. C'est-à-dire que tu es vraiment dans le pratico-pratique, en fait. Alors que cette charge émotionnelle, finalement, je l'ai trimballée avec moi pendant quasiment 7 ans parce que vraiment ce temps de réflexion pour arriver à septembre 2013, c'est quasiment 7 ans en arrière. C'est-à-dire que c'est tout un processus de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je pourrais faire qui ne demanderait pas d'effort intellectuel, mais d'effort, qu'est-ce qui me coûterait le moins finalement à essayer sur le plan émotionnel. Parce que même si médecine, bon, bah, bien sûr que vu de l'extérieur, ça paraît être un challenge incroyable. Et moi, combien de fois on m'a dit, mais ça va, t'as pas choisi les études les plus difficiles? Bah si, écoute, tant qu'à faire. Mais bizarrement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que moi, j'étais débarrassée de toute cette charge émotionnelle parce que j'étais lancée dans quelque chose qui me parlait, en fait. J'avais trouvé mon pourquoi, en fait. Je savais pourquoi je faisais ça, je savais où est-ce que je voulais aller et je savais que même si ça fonctionnait pas, il y avait quelque chose qui allait se transformer en moi et que ça allait forcément m'amener vers quelque chose de complètement différent, quoi. Ouais, et puis quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on a choisi pour les bonnes raisons, généralement, c'est quand même beaucoup moins un calvaire que quand c'est pas le cas. Tu prends même sur 2 enseignants qui, là, peut-être sont en train d'écouter cet épisode, entre celui ou celle qui est trop content d'aller au boulot et celui ou celle qui va à reculons, bon, bah, tu vis pas les choses de la même façon alors que techniquement, tu fais le même métier. Sur médecine, c'est vrai que moi, quand j'ai découvert son profil, je me suis vraiment dit, ouah, jamais de la vie je ferais ça. Mais en soi, s'il y avait un métier qui me passionnait, qui demandait 8 ans d'études, sachant que vous, on va en parler après des études, parce qu'il y a, Dieu sait qu'il y a à dire là-dessus, mais il y a aussi de la pratique et tout ça, c'est pas X années à être assis sur une chaise, c'est pas forcément comme ce qu'on s'imagine. Donc, quand t'y es, quand t'es bien, quand c'est ton choix, quand ça se passe bien, quand ça valide ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti, c'est pas du tout autant une charge à porter que ce que ça pourrait être. Peut-être que t'aurais pas envie de faire 10 ans d'études pour devenir, j'en sais rien, un mécanicien ou que sais-je, tu vois, il y a peut-être des trucs, tu le ferais pas. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais. Toi, t'avais l'air bien décidé, en tout cas. En tout cas, j'étais décidée à changer ma vie. J'étais décidée à essayer et à changer ma vie coûte que coûte. Donc, et j'étais persuadée que si ça fonctionnait pas ça, ben, c'était pas grave, il y a autre chose qui fonctionnerait, mais je voulais bouger, en fait. Je voulais vraiment être dans le mouvement et ne plus attendre comme ça que quelque chose me tombe du ciel, une opportunité ou que ça. Je voulais vraiment aller chercher, mon destin, en fait. Bah, c'est chose faite, hein. Et tu parlais tout à l'heure de la pression familiale dans tes études. Quand t'as annoncé que tu voulais faire médecine, comment est-ce que tes proches, pas forcément tes parents, mais même, je sais pas, des collègues, des amis, même peut-être tes enfants selon leur âge, comment est-ce qu'ils ont réagi ou comment toi, en tout cas, t'as perçu leur réaction? Mon profil fait que ça n'a pas vraiment, surpris, grand monde. C'est-à-dire que ça paraissait comme une décision un peu folle, mais voilà, profil, de bonne élève, studieuse. Ma mère, ma plus grande supportrice m'a dit: «Oui, mais bien sûr ma fille, tu peux le faire, mais évidemment». Ta mère, elle attendait ça depuis le jour 1. Oui, ma mère, clairement, donc non, ma mère, elle était hyper, supportive, mais ma fratrie aussi. Bon, mes enfants étaient beaucoup plus petits, donc c'était un peu compliqué. Non, de manière générale, franchement, je pense que quand je l'ai annoncé, si tu veux, de manière tellement, comment dirais-je? J'étais tellement sûre de moi. J'étais tellement sûre que j'allais essayer en tous les cas. J'étais pas sûre que j'allais réussir, mais j'étais sûre et certaine que j'allais essayer. J'avais tellement tout mis en place dans ma tête pour que ça fonctionne, en tout cas que cet essai fonctionne et que personne ne puisse me dire non, non, mais attends, ça va pas fonctionner ou attends, il y a cet aspect-là auquel tu n'as pas réfléchi. J'avais vraiment réfléchi à tous les aspects, ce qui fait que mon projet était ficelé en fait. Quand je suis arrivée et que je l'ai annoncé, mon projet était tellement ficelé que c'était difficile de se mettre en travers de mon chemin à ce moment-là. Et d'un point de vue purement pratique, donc tu disais que ton congé maternité ou parental arrivait à son terme, donc pour la rentrée septembre 2013. Et toi, c'est à ce moment-là que tu t'es inscrite
en médecine, mais tu avais quel statut du point de vue de l'éducation nationale? Alors non, j'étais encore en congé parental 1 an, au vu de l'éducation nationale. OK, d'accord. Donc d'un point de vue, organisationnel, on va dire, tu avais ton année devant toi pour, te préparer. Sachant que la première année pour médecine, il faut passer un concours d'entrée, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est ce que tu as préparé finalement cette année 2013 et que tu as passé, j'imagine, à la fin de l'année? C'est ça. Et comment ça s'est passé, notamment lié au fait que tu es pas très, très scientifique, par rapport au je pense à tes notes de bac? Bah, en fait, c'est une croyance qu'il a fallu que je travaille. C'est-à-dire qu'il a fallu que je travaille cette croyance de je ne suis pas, quelqu'un de scientifique. J'ai complètement, retravaillé cette croyance finalement limitante, hein, parce que c'est vraiment ce que c'est et oui, ça m'a demandé beaucoup, 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 beaucoup de travail, notamment pour me souvenir des notions, de terminale, pour les retravailler, pour les comprendre enfin pour certaines et puis me dire que, ben, j'en étais capable et cette première année de médecine finalement, elle m'a servi à ça. Elle m'a servi à me dire que j'étais capable en fait. Que bon, il y avait une masse de travail qui était incommensurable, ça c'est clair, mais le travail ne me faisant pas peur, parce que j'ai quand même un profil de bosseuse, c'est pas le travail qui me fait peur, c'était vraiment de me dire que je serais pas, performante ou je serais nulle quoi, tu vois? Mais en fait, une fois que j'ai bossé ce truc-là de me dire: «Mais non, avec beaucoup de travail, tu peux y arriver». Ben, écoute, j'ai bossé comme une tannée et on spoil ou on spoil pas? Bah oui, j'y suis quand même arrivée finalement. J'ai mis le temps. Bon, j'ai quand même abandonné la physique. Au concours de médecine, clairement la physique-chimie, moi j'avais un prof de physique-chimie qui m'avait dit que j'étais nulle en terminale et je crois que ça va me rester parce que vraiment la physique-chimie, c'est quelque chose, j'ai beau le travailler, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de difficultés. Donc j'ai réussi à un petit peu améliorer mon niveau, mais ça n'a pas été, suffisamment, waouh, pour que je compte sur la physique-chimie pour avoir mon concours. Mais par contre, j'ai excellé dans tout le reste pour compenser. Et une fois que tu as eu ce concours-là, donc là, je vais pas dire les choses sérieuses commencent parce qu'elles ont déjà bien commencé du coup l'année qui vient de s'écouler, mais disons que tu as l'autorisation de poursuivre dans cette voie-là, parce que sans ça, tu peux pas continuer en fait. C'est ça, absolument, ouais. Une fois que tu es en 2e année de médecine, donc une fois que tu as passé le fameux concours de la PACES, moi à l'époque c'était la PACES, tu as enfin accès, donc aux études de médecine et donc tu as ta place assurée. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'une fois que tu es en première année de médecine, bon, à part, accident, voilà, de la vie, normalement, tu as ta place assurée et tu es sûr de terminer, médecin, quoi qu'il arrive. Sachant que j'ai jeté un œil du coup aux études, parce que comme c'était long et que je maîtrisais pas du tout, j'ai vu que c'était organisé en 3 cycles et qu'il y avait aussi une partie qui s'appelle externat, une partie qui s'appelle internat. Du coup, le premier cycle de ce que j'ai vu, c'est les années 2 et 3, donc c'est tout ce qui est les bases du médical avec des stages à faire infirmier et à l'hôpital. Alors je sais pas si toi à ton époque c'était pareil, et en gros ça te donne un niveau licence et c'est tout ce qui est scientifique, études de l'homme, physiologie, anatomie, etc. C'est bien ça, c'est vraiment où je pense que en fait, tu apprends tout, t'emmagasines tout ce qui te servira après, quoi. C'est ça, exactement. Les années 2 et 3, c'est, alors nous, dès la 3e année, dans la fac où j'étais, l'externat commençait. On était, l'après-midi, le matin, pardon, à l'hôpital. Donc ça dépend vraiment des facs, mais en tous les cas, moi, il y a eu que la 2e année où on a eu un stage infirmier et après tout le reste du temps, on était à la fac et j'ai eu une 2e année, qui était difficile parce que, bah, comme je te l'ai dit, je souffre du syndrome de l'imposteur. C'est une maladie chronique, hein, on a du mal à s'en débarrasser. Très répandu par ailleurs. Exactement. Une épidémie. Et donc, bah, malgré tous les efforts que j'ai fournis, malgré tout le travail que j'ai accompli, bah, j'étais encore en mode: «J'ai eu de la chance». Tout ça n'est qu'un affreux coup de chance et est-ce que je serai un bon médecin et est-ce que j'ai ma place? Est-ce que j'irai au bout de ces longues études? Parce qu'une fois que tu as passé, toute l'adrénaline du concours de première année, bah, là, tu te rends compte qu'il y a encore, à peu près, 8 ans à tenir au bas mot et donc là, ben, tu es comme, face à un énorme mur et tu te dis: «Est-ce que je vais avoir les épaules pour aller au bout de ce chemin et est-ce qu'on va pas se rendre compte que je suis archi nulle en physique et est-ce qu'on va pas me dire: "Vous n'avez pas votre place ici"?» Donc tout un de questions comme ça assez, toxiques qui ont fait que j'ai eu une 2e année, en médecine très, très difficile sur le plan, moral et puis, ben, comme disent les Anglais: «Life happens», donc à côté de ça, tu as toute ta vie personnelle qui continue
de courir et tu as toutes les épreuves qui continuent, elles, de déferler les unes après les autres tranquillement. Donc, la vie ne s'arrête pas parce que tu as décidé de faire une reconversion professionnelle. Elle continue d'arriver. Donc, en fait, vraiment, la deuxième année a été difficile. L'externat a commencé dès la troisième année. Donc, le lien à l'hôpital s'est mis en place dès la troisième année de médecine. Et il ne se termine pas puisque la différence entre l'externat et l'internat, c'est que l'internat, tu es toute la journée à l'hôpital, contrairement à l'externat où tu es que le matin. Et est-ce que, si on spoil un peu, mais le fait d'avoir aussi du coup des expériences pratiques en plus de la partie études, là, des années plus tard, est-ce que tu sens que tu l'as dépassé, ce syndrome de l'imposteur, à force de faire et de te prouver que tu étais capable, ou est-ce que tu as la sensation qu'il est encore là? Malheureusement, je pense qu'il sera toujours là parce que, enfin, je dis malheureusement, en fait, si tu veux, c'est un challenge de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu es face à des nouveaux cas. Donc, je pense qu'il n'y a que l'expérience de ce que tu entreprends dans ta vie qui fait que tu te débarrasses des choses, enfin, de ce syndrome de l'imposteur, en tous les cas, dans le domaine. Mais si tu veux, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui va te poursuivre dans d'autres domaines de ta vie. Tu veux écrire un livre, ça va te poursuivre. Tu veux, comment dirais-je, ne serait-ce que, tu vois, dans mon cas, monétiser mon expérience et en faire quelque chose pour aider les autres, vraiment, c'est quelque chose qui me poursuit dans tous les domaines de ma vie. Donc, à un moment donné, j'arrive à m'en débarrasser pour une chose parce que c'est fait. Donc, forcément, qu'à un moment donné, tu constates que c'est fait et que tu t'en es plutôt pas mal sorti. Mais je pense qu'à partir du moment où tu es dans un espèce d'état d'esprit où tu es tout le temps en train d'expérimenter des nouvelles choses, et c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis, forcément, je suis tout le temps en train de dealer avec ce syndrome de l'imposteur un petit temps. Après, là, maintenant, à force d'accumuler quand même des actifs, je suis quand même forcée de constater qu'il y a plein de choses qui ont été faites et de très belles choses. Mais oui, je deal toujours un tout petit peu avec de manière générale. C'est un peu le travail d'une vie, quoi, au final. Absolument, absolument. Et puis en même temps, tant mieux parce que ça prouve que je suis toujours dans le challenge et que je dors pas sur mes acquis, que j'essaye tout le temps des nouvelles choses. Non, au final, c'est plutôt une bonne chose parce que je me dis, tu es tout le temps en train de te remettre en question et au final, c'est pas plus mal tant que ça t'empêche pas de faire les choses. En fait, tout va bien. Oui, c'est ça, c'est important, je pense, de savoir se remettre en question, que ce soit dans le pro ou dans le perso, d'avoir du recul, de douter dans le sens, voilà, se questionner et essayer de s'améliorer, se demander comment on pourrait faire pour que ce soit mieux, etc. Mais que ça devienne pas une tare non plus, quoi, et que ça te freine pas, en fait. Faut pas que ça te paralyse, quoi. Quand ça te paralyse, là, c'est triste, par contre. Et point pratique sur la deuxième année, qui n'était donc pas encore de l'externat, là tu n'étais que en cours, mais ton congé parental était terminé. Et donc financièrement, ça se passe comment? Comment tu l'organises cette année-là? Est-ce que tu l'avais anticipé? Est-ce qu'il y a des financements possibles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est adapté pour les reconversions? Comment ça se passe? Pour les reconversions professionnelles, il n'y a pas grand-chose parce que finalement, c'est des études qui s'adressent à des jeunes. C'est-à-dire que c'est quand même des études que tu fais post-bac. Moi, j'étais en disponibilité. Donc, j'ai été en disponibilité très, très longtemps. Je crois que j'ai rompu ma disponibilité. Je pense que j'étais déjà en sixième ou en septième année de médecine. Donc, ça a duré très, très longtemps. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que dès la deuxième année de médecine, je savais qu'on pouvait demander ce qu'on appelle un contrat d'engagement service public. C'est un contrat que tu signes avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, où tu t'engages à exercer une fois tes études terminées dans un désert médical et en échange, elle te donne une allocation de 1 200 € brut par mois. Donc moi, j'ai fait cette demande-là tout de suite. Dès que je suis arrivée en deuxième année, c'est la première chose que j'ai faite parce que financièrement, il fallait pouvoir continuer de vivre. Donc, j'ai fait cette demande-là. J'ai eu très, très vite un accord. Au courant de l'année, j'ai eu un accord et puis ensuite, tu as un espèce de… C'est rétroactif, donc du coup, ils te donnent l'allocation à partir du début de la deuxième année jusqu'à la fin de… Là, actuellement, je la touche toujours. Ah d'accord, je pensais qu'après ça allait être remplacé du coup quand tu as des stages par exemple, ce genre de choses. Non, du tout. En fait, c'est cumulatif avec ce que tu gagnes en stage et ensuite avec ton salaire d'interne. Donc, tant que je ne l'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Ça s'arrêtera que quand je serai thésée, en fait. D'accord. Bon après sachant que du coup c'est 1 200 brut, donc en net c'est pas énormissime, surtout qu'à ce stade tu avais déjà 2 enfants en plus Trois. quand tu étais en deuxième année. Ouais. 3 déjà? Oui, oui, j'avais les trois, ouais. OK, bien joué. C'est pour être C'était sûr de fait. pas trop t'ennuyer comme ça.
Avoir des bonnes journées et des bonnes soirées bien remplies. Ok, donc t'as ça qui te permet, on va dire, une base, mais c'est bon, c'est pas non plus grandiose, quoi, surtout avec 3 enfants et un quotidien qui est déjà lancé d'avant. Enfin, on recommence pas sa vie à zéro quand on se reconvertit non plus. Donc là, pour la deuxième année, en tout cas de ton côté, ça le faisait. Jusqu'à arriver après, donc à partir de la troisième année, toi, il y avait déjà le début de l'externat. Et en externat, comme vous avez des phases j'allais dire en entreprise, mais c'est pas des entreprises, mais à l'hôpital ou en stage, voilà, là, vous avez une rémunération qui vient avec. Voilà, après, c'est pas énormissime non plus, mais si tu veux cumuler entre le CESP, les allocations familiales, mon petit salaire d'externe, puis mon salaire d'interne, à chaque fois, j'avoisinais, on va dire, les 1008, 1009 facile, ce qui n'est pas bien différent de ce que je touchais, parce qu'en prof, quand j'étais prof, quand j'étais ZIL, franchement, le mieux que j'ai pu avoir, c'était 2200 €. Ok, oui, donc t'es pas si éloigné. C'était pas si éloigné que ça. Donc après, bon, ben, ça nécessite quand même de faire des petites concessions sur le plan financier. Moi, à l'époque, j'étais encore mariée avec le papa de mes filles. Donc, en fait, bon, bah, ça demande juste de réorganiser certaines dépenses. Tu voyages un peu moins, tu te fais un petit peu moins plaisir sur les vêtements, sur les trucs que tu pouvais faire comme ça sans compter un petit peu avant. Bon, bah, là, je le faisais beaucoup moins, mais c'était, enfin, voilà, je savais pourquoi est-ce que je faisais tous ces efforts-là. Oui, tu savais pourquoi, tu l'as choisi, tu sais que c'est temporaire aussi. Puisque j'ose espérer qu'après, en tant que médecin, tu vas quand même gagner un petit peu plus que 1 800 €, j'espère. Normalement, oui, ça va, on se débrouille plutôt pas mal. Là, du coup, ça, c'était donc ton premier cycle d'études qui, je le déduis, s'est bien passé. Donc, parce que tu peux pas redoubler ces années-là. Enfin, après, tu peux peut-être prendre des années off si tu as des enfants ou ce genre de choses, ou pas un problème de santé, Si, mais... si, tu peux, parce que tu peux. En fait, tu as des partiels tous les ans, hein, c'est des années universitaires, donc tu dois valider ton année sur le plan universitaire, plus valider ton année sur le plan des stages. Donc, tu peux être invalidé, que ce soit dans les stages ou sur le plan universitaire, où tu peux rater des matières et te retrouver à retaper. Si, si. Ok, mais tu as le droit de refaire ton... Tu repars pas à zéro, quoi. Tu as le droit de refaire cette Non, non, tu année-là. refais l'année en question, oui, oui. Ok, bon, ça c'est rassurant parce que j'avais entendu dire quand j'étais moi-même au lycée qu'il y avait les choix pour la suite, des personnes qui voulaient faire médecine et qui disaient que tu ne pouvais pas retaper la première année, je crois. Alors, la première année, tu peux pas la retaper depuis la réforme, là, dernièrement. En fait, c'est plus la PACES, c'est la PASS maintenant. Et la PASS, effectivement, tu peux pas la redoubler. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller en LAS. Et ensuite, une fois en LAS, tu peux éventuellement redoubler ta LAS. Mais alors, ça sert même pas à grand-chose que je t'explique parce que tout va rechanger en septembre 2027. Ouais, donc on va pas s'embêter avec ça. Chacun cherchera quand il aura besoin. Mais donc toi, de ton côté, en tout cas, ce premier cycle, il s'est validé sans accroc. Et ensuite, donc, t'enchaînes sur, sachant que toi, ta troisième année, il y avait déjà un peu d'externat. Donc là, après, tu poursuis finalement sur le cycle 2 donc partie externat, où là, comme tu disais, tu avais et de l'hôpital et des cours. Et là, j'imagine, vous testez plein de services, je sais pas, en cancéro, en pédiatrie, en neurologie, etc. Donc c'est là un peu que tu découvres aussi chaque pratique. Et est-ce que déjà tu savais déjà quel type de spécialité tu voulais ou quel médecin tu voulais être? Et où est-ce que c'est lors de ces expériences-là que tu t'es dit ah bah tiens tel truc j'y avais pas pensé, ça pourrait me plaire, ça peut être pas mal. Alors moi, dès le début, clairement, c'était médecin généraliste. C'était vraiment le projet de base. J'avais déjà une idée de quel genre de médecin généraliste je voulais être. Mais j'ai découvert en cours de route la psychiatrie. Et la psychiatrie, c'est vraiment une spécialité qui m'a passionnée. Je suis vraiment passionnée de santé mentale et j'ai trouvé ça vraiment. J'ai fait 3 stages en psychiatrie, hein, tellement ça m'a plu. À défaut, je préférais aller en psychiatrie, en fait. Quand il y avait pas de stage intéressant, je préférais aller en psychiatrie qu'ailleurs. J'ai vraiment découvert cette spécialité et la question s'est posée au moment du concours de l'internat de la prendre parce qu'il restait une place en psychiatrie à Paris qui était accessible. Mais j'ai pas fait ce choix-là parce que c'était 2 années d'internat de plus. Donc, c'était 5 ans au lieu de 3 ans pour moi en médecine générale. Et surtout, j'aurais été la dernière de la promo parce que c'était vraiment la dernière place qui restait. Et ça veut dire des stages super loin où il faut que tu partes pendant 6 mois et tout. Et c'est là que ta réalité quand même de maman et de personnes en reconversion professionnelle te rattrape parce qu'effectivement, tu as quand même une vie à côté et tu peux pas non plus faire tout ce que tu voudrais faire si tu étais complètement libre. Mais sinon, non. Franchement, à part psychiatrie, vraiment toutes les autres spécialités, bon, j'ai trouvé ça super intéressant à chaque fois, mais aucune ne m'a interpellée comme la psychiatrie.
OK, et sachant que, imaginons donc là, tu es généraliste, si jamais, je sais pas, dans 6 ans, les enfants sont très grands, tu te dis: «Tiens, j'ai un peu de temps devant moi, je m'ennuie». Est-ce que tu as la possibilité de faire ces 2 années manquantes pour arriver en psychiatrie ou est-ce que c'est trop tard? Fallait le choisir avant? Non, je pense qu'il faudrait que je refasse les 5 ans parce qu'en fait, on n'a pas de stage, en commun avec, la psychiatrie. Donc en fait, il y a même pas des choses de l'internat de médecine générale que je pourrais valider pour, devenir psychiatre. Donc il faudrait vraiment que je recommence, à zéro. En sachant que finalement, en médecine générale, tu vois quand même pas mal de suivi de base en psychiatrie, tu vois pas mal de gens en dépression, tu vois enfin voilà, il y a quand même possibilité de faire, de la psychiatrie. Non, je pense que je préfère plutôt adapter ma pratique de médecin généraliste parce que c'est quand même un métier qui est assez, polyvalent finalement et tu fais vraiment ce que tu veux, tu vois ce que tu veux donc je pense que je préfère adapter ma pratique et puis si vraiment un jour j'avais envie de devenir, psychiatre, bah, Florence, tu me connais. Je je voilà, c'est quoi 5 ans dans une vie finalement? C'est quoi 5 ans dans une vie? Si dans 10 ans je veux dire: «Mais non, c'est bon, je vais être psychiatre», bah, écoute, je le ferai et puis c'est tout. Ça m'étonnerait qu'à moitié. Je laisse l'avenir, me dire ce que tu décideras. Et quand tu étais en externat, sur la partie stage, je lisais qu'il y avait aussi des gardes de nuit à effectuer. Comment tu fais avec les enfants? C'est une question que les gens m'ont posée. Franchement, j'en sais rien. Donc, comment tu t'organises? Mais moi, j'ai pris les stages à garde systématiquement pendant les vacances d'été. Parce que du coup, pendant les vacances d'été, bah, le papa était plus disponible parce que l'activité professionnelle, elle était moins ardue pour lui. Et puis surtout, tu peux laisser les enfants chez les mamies, chez les tatas, c'est beaucoup plus pratique en été. Donc j'ai toujours fait mes stages à garde en été pour pouvoir m'arranger, me enfin voilà. C'est parce que vraiment pendant l'école, c'était pas possible. Donc je me suis toujours débrouillée pour faire mes stages à garde. Tu as 25 gardes à valider, pendant tout l'externat. Donc je crois que j'ai dû faire au total 2 ou 3 stages à garde et bah, ça m'a occupé tous les étés de mon externat. Ah OK, ah ouais, tu pas de repos pour les guerriers, quoi. Pas de répit, bah, non, mais c'est ça, c'est une organisation militaire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas d'autre choix que de s'organiser pour impacter le moins possible, bah, finalement ta famille, quoi et des stages à garde pendant l'année, ben, c'est pas possible. Si tu as un conjoint qui travaille, si tu as des enfants qui sont scolarisés, c'est juste impossible et j'avais pas les moyens de prendre une nounou, qui viendrait, rester avec les enfants non plus et puis, la famille est pas disponible non plus pour venir dormir à la maison donc exceptionnellement, ils peuvent te dépanner mais en fait, il faut vraiment que l'aide que tu demandes autour de toi reste exceptionnelle. Sinon les gens s'épuisent avec toi et c'est pas possible, ça dure 9 ans. Donc j'avais besoin des bonnes volontés longtemps. Donc je me suis débrouillée le plus possible toute seule à m'organiser toute seule dans mon coin pour que ce soit gérable et vraiment je laissais, comment dirais-je? Les sollicitations pour les vacances, quoi. Je me disais: «Bon, pendant les petites vacances et pendant les grandes vacances, d'envoyer ses enfants chez la mamie ou chez la tata, c'est quelque chose de naturel que tu fais même quand tu travailles, quoi. C'est pas quelque chose de même si bon, moi, en tant que prof, j'ai toujours eu toutes les vacances, donc j'avais jamais fait ça auparavant et puis, bah, c'est peut-être aussi ça qui fait que je l'ai fait, c'est que je me suis dit: «J'avais jamais sollicité les gens, avant finalement». J'avais un métier qui me rendait assez disponible et c'était plutôt moi qui pouvais éventuellement, dépanner et aider donc là, bon, bah, c'était un petit peu à mon tour de demander de l'aide. Donc je me suis, débrouillée, comme ça. T'en as des vacances, sur ce cursus ou pas? Parce que du coup, j'ai l'impression que ça s'enchaîne. C'est ça, c'est une machine. Ouais, c'est une machine, ça s'enchaîne. Alors les seules, 1res vacances que tu as, c'est à la fin de la 6e année, quand tu finis le concours de l'internat et là, bah, tu as un trou parce que l'internat va commencer et que l'externat se termine et encore, hein, ils ont rajouté un stage, qui s'appelle super externe. Alors je sais pas si c'est obligatoire ou pas. Le nom est très bien trouvé. Ça donne envie, tu vois? Voilà, il a une cape et il se balade à l'hôpital. C'est ça. Mais non, concrètement, les études de médecine, tu n'as pas de vacances, en fait. Tu te prends, 1 semaine psychologiquement. En fait, en gros, si tu veux concrètement, tu as 2 semaines en hiver et 3 semaines en été. C'est ce que tu as. D'accord? Donc sur les 2 semestres, c'est les vacances que tu as, qui sont réparties de cette manière-là. Donc après, tu te débrouilles, mais tu peux pas prendre, par exemple, tes 3 semaines d'un seul coup en été. Ça, c'est impossible. Les services refusent. Donc tu es toujours en train de jongler et finalement, je t'ai dit, moi, je faisais vraiment, au mieux pour impacter le moins possible la scolarité de mes filles. Donc de pas prendre de vacances, ça me dérangeait pas. Je prenais 1 semaine et on allait quelque part éventuellement si on pouvait et puis même si on pouvait pas partir, ben, elle, au moins, elle profitait avec les cousins, les cousines et puis moi, bah, je restais au charbon, hein, il y avait pas de choix. Ouais, mais je le vois là sur, ma cousine qui a décidé de devenir médecin aussi à 35 ans. Elle était psychologue. Son conjoint est médecin urgentiste, ils ont déjà un enfant
et ils étaient en train de rénover leur maison en même temps et elle s'est dit: «Bah ouais, je vais être médecin, quoi» et là, justement, elle est en fin de 5e année, donc je crois qu'il y aura potentiellement une pause et potentiellement une mutation, si j'ai bien compris, pour son internat, par C'est rapport au ça, ouais. classement et tout ça, donc ça, il y a encore d'une orga, à prendre en compte, quoi, mais c'est vrai que je la vois pas beaucoup là ces dernières années parce que bah soit elle est au boulot, soit elle révise pour ses études, soit bah après voilà comme tu l'as très bien dit, la vie ne s'arrête pas de tourner et c'est vrai que bah, elle prend les bonnes volontés autour d'elle, mais ça a l'air d'être une orga. Et c'est comme tu l'as dit tout à l'heure quand t'as dit que tes proches finalement étaient pas si surpris que ça. Nous, quand elle nous l'a annoncé, on était en mode oh waouh, on s'attendait pas à ça. Et d'un côté, c'est un peu des profils où tu te dis oh, ça va le faire, ça va être compliqué mais ça va le faire. Donc on sait quelque part. Mais ça reste hyper impressionnant parce que donc là, nous on est rendu à la fin du cycle 2 avec ton externat, mais donc après il y a la suite. Ça ne s'arrête pas là. Il y a la suite, exactement. Et puis effectivement, tu as raison, l'internat, c'est à la fois un choix de spécialité et un choix de région. Et donc, ben oui, il y a certaines familles qui sont prêtes à déménager, suivre le papa ou la maman dans la spécialité et dans la région. Parce que des fois, les gens veulent absolument une spécialité, elle n'est pas accessible dans leur région, donc ils sont obligés de partir le temps de l'internat ailleurs. Donc après, ça, c'est des choses qui, malheureusement, ne se décident pas à l'avance, hein. C'est toi et ta chance au niveau du concours de l'internat. Toi, tu savais déjà du coup que tu voulais être généraliste, donc à la fin de l'externat, c'est ce que tu as demandé et que tu as obtenu. Absolument. Après, généraliste en région parisienne, je savais que normalement j'y avais accès, notamment en faisant le choix du fameux, CESP, le contrat d'engagement service public. En fait, tu es dans une liste à part. Tu pas, alors tu as la liste de tous les internes et puis tu as la liste vraiment des gens qui prennent le CESP parce que du coup, ils ont accès qu'à certains postes qui sont dans des déserts, médicaux. Donc moi, j'avais accès à un certain nombre de postes de médecins généralistes, en Île-de-France. Donc si tu veux, voilà, c'est un choix sécurité, quoi. Je savais que j'aurais, médecine générale, en région parisienne. J'aurais même pas dit qu'il existait des déserts médicaux en région parisienne. Si, 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 toute la région parisienne est un désert médical. Il y a que quelques arrondissements de Paris, qui ne le sont pas, mais sinon, tous les départements sont complètement démunis, sur le plan des médecins. Ah bah là tu m'apprends quelque chose parce que moi je vis en Bretagne, donc il y a des endroits de Bretagne où tu vois des gros panneaux sur les ronds-points quand tu traverses les petits bleds avec cherche médecin, cherche ophtalmo, cherche machin. Mais c'est des déserts tout court, ces villes-là, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est que, en fait, c'est fonction de la densité finalement, de la population. Donc en fait, si tu veux, nous, par rapport au nombre d'habitants, au kilomètre carré, ben, on n'est pas suffisamment pour absorber la demande qui peut exister en région parisienne. Alors que oui, dans les villes, en Bretagne ou dans le sud de la France aussi, des fois, tu te balades, tu as des gros panneaux. Bon, ben, c'est plus des petits villages qui cherchent un médecin parce qu'ils ont vraiment plus personne, mais finalement, ça revient au même, hein. On est dans des déserts médicaux, même, dans le 11e arrondissement de Paris, par exemple, tu vois? Ok, bah tu vois, j'aurais pas dit. Donc là vraiment tu m'apprends un truc, sachant que toi du coup tu habites en région parisienne, donc Absolument. ça te permettait de ne pas avoir à déménager et puis changer tout le quotidien des enfants aussi, mine de rien. Donc tu peux rester là où tu vis tout en bénéficiant du CESP. Pour toi, c'était un peu gagnant-gagnant finalement cette organisation-là. Oui, oui, c'est pour ça que je l'ai demandé dès la 2e année parce que je savais qu'il y avait aucune perspective de bouger. Ma vie, elle était faite enfin, elle était installée en région parisienne et ça allait pas changer de sitôt. Donc oui, oui, c'était gagnant-gagnant. Donc j'ai fait tout de suite la demande et je me suis dit: «Bon, bah, même si je dois, rester 10 ans en région parisienne après pour rembourser mon CESP, bah, de toute façon, c'est ce qui va se passer. C'est la réalité, de ma vie». Donc Très bon choix, du coup, ça porte ses fruits finalement, donc très bien choisi. J'ai regardé en ligne, il y a 44 spécialités de médecine. Dans ma tête, j'étais là, bon allez, j'en connais peut-être 5, il doit y en avoir 9. En fait, non, il y en a énormément. ah, il y en a énormément, ouais, effectivement. Et quand tu passes du coup sur le cycle 3 qui est l'internat, donc là vous apprenez bah, tout ce qui est lié à votre spécialité, donc j'imagine que vous n'avez pas tous les mêmes cours en fonction de l'aspect que vous avez choisi. Bah, j'imagine aussi que vous commencez à pratiquer la médecine de votre spécialité. Donc toi c'est là que tu as tes premières consultations en tant que médecin généraliste. C'est ça, exactement. Alors, en médecine générale, tu as 2 stages avec, des médecins généralistes. Donc tu en as un en tout début d'internat et tu en as un à la fin de l'internat, en sachant que l'internat de médecine générale a changé parce qu'ils ont ajouté une 4e année. Donc là, c'est encore en train de bouger, mais en tous les cas, moi, c'était 3 ans d'internat et entre ces 2 stages où tu apprends vraiment la pratique du médecin généraliste, tu as quand même des stages en hôpital.
Donc, tu as quand même un stage aux urgences générales, aux urgences pédiatriques, tu as un stage en gynécologie, tu as un stage en médecine polyvalente où tu peux faire un peu de gériatrie. Donc, tu fais pas que de la médecine générale. Tu continues quand même de servir un peu l'hôpital, hein, parce que mine de rien, il faut quand même rappeler que l'hôpital tient grâce aux internes. Hein. Ça, c'est une réalité, grâce aux internes de toutes les spécialités. Et d'ailleurs, grâce aux médecins étrangers aussi. Je pense on n'en parle pas assez. C'est souvent l'inverse qu'on entend. Non, non, c'est vraiment l'hôpital, sans les internes et sans les médecins étrangers, en tout cas en région parisienne, hein, je vais parler pour ce que je connais, l'hôpital ne tiendrait pas. La majorité des services, fermeraient. Bah, ça m'étonne pas parce que je vois qu'ils sont en Bretagne. En tout cas, là, ça fait un moment qu'il y a des grèves dans les hôpitaux, mais ils sont en grève, mais ils travaillent quand même. Enfin, c'est des métiers où c'est difficile de faire grève et de pas te pointer, quoi. Donc, ils le font quand même, mais ils le disent. Et effectivement, enfin, on se plaint beaucoup dans l'enseignement qu'on fait un métier difficile et à responsabilité. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure d'avoir la responsabilité de l'instruction des enfants et potentiellement de leur parcours et tout ça, mais en fait, en tant que médecin, il n'y a pas moins de responsabilité, quoi. Loin de là, donc... Non, non, il y a pas moins de responsabilités, hein. Ça reste des métiers à responsabilité, ça reste des métiers qui sont prenants, sur le plan, psychologique. Il y a une charge mentale qui est importante, hein. Quand tu es prof, tu ramènes tout avec toi dans ta petite sacoche et tu continues de réfléchir le soir. Il y a toutes les préparations pédagogiques en amont à préparer, puis ensuite les corrections en aval. Donc non, c'est des métiers qui sont, relativement prenants sur le plan psychologique, mais je pense que c'est aussi des métiers qui sont, tellement riches sur le plan humain que oui, bien sûr, ça attire, certains profils. Je pense que clairement, c'est quand même des métiers où tu as envie de te casser un peu la tête, quoi, sinon tu les ferais pas, hein. C'est ça. Mais du coup, c'est dommage de se dire que c'est des métiers hyper importants l'un comme l'autre et qu'il y a finalement assez peu de moyens et que ça tient à la bonne volonté de chacun qui est pas forcément rétribué à sa juste valeur et pas juste le côté salaire et argent, tu vois, mais travailler dans des conditions limite, enfin, ça va 5 minutes, c'est pas normal, quoi. Tu viens de dire que prof et médecin avaient un point commun qui était l'humain. Et justement, j'ai une abonnée qui s'appelle Muriel, qui se reconnaîtra, je pense qu'elle écoutera, et qui disait c'est pas si étonnant comme reconversion, alors que moi, je me disais mais qui fait ça? Et elle disait en fait, l'humain est au cœur des deux métiers et que du coup, ça lui paraissait assez logique finalement. Donc en fait, c'est vrai que quand on cherche un métier, on cherche aussi pas juste d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'on va faire de nos journées, mais qu'est-ce qui va nous correspondre. Et si donc notre profil est comme ça et que ça correspondait au métier d'enseignant, il se peut que ça corresponde aussi au métier de médecin. En tout cas, quand j'étais enseignante, je sais que j'adorais les réunions parents-prof où je découvrais l'aspect social de l'enfant, son environnement familial. J'aimais beaucoup, si tu veux, tout l'aspect social du côté de prof. J'aimais beaucoup moins le côté pédagogique où juste tu étais dans le scolaire. Et finalement, en tant que médecin, c'est aussi ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus présent, mais c'est vraiment ça que j'aime dans le métier de médecin, c'est que tu es au cœur d'une approche, nous, qu'on dit centré patient, c'est-à-dire que tu explores le patient dans son environnement psychologique, social et biomédical. Et en fait, ça te donne une vision globale d'un être humain, finalement, que tu as en face de toi et que tu dois soigner à un instant T. Et puis, le soin, ça reste au cœur des deux métiers. C'est-à-dire que quand tu es enseignant, tu prends quand même... tu t'engages à prendre soin de tes élèves, d'être bienveillant et d'être à l'écoute. Tu as aussi ce truc de devoir prêter attention à toute forme de violence que tu pourrais percevoir. Donc finalement, c'est vrai que c'est des métiers qui sont assez proches sur le plan humain parce que tu as vraiment cette vigilance que tu développes. Oui, tu as une vision un peu globale qui te permet d'être le déclencheur ou le signal d'alerte de quelque chose pour ensuite orienter vers d'autres personnes, quoi. Absolument. Et puis vraiment l'idée de prendre soin des autres. Alors c'est pas de la même manière, mais c'est quand même une façon de se mettre au service des autres. Et quand tu as fait, donc pendant l'internat, quand tu as commencé à devenir médecin généraliste, est-ce que tu t'es dit c'est bon, j'ai choisi la bonne spé, ou est-ce que tu t'es dit ah, en fait, j'aime pas trop? Parce qu'on sait pas des fois avant d'avoir testé. Ouais, franchement, j'ai vraiment choisi la bonne spé parce que je me sens utile. Et je pense que vraiment, c'est ce qui fait que j'aime ce que j'ai choisi, c'est que je me sens réellement utile. Alors que quand j'étais prof, je me sentais utile, mais je sentais que j'étais pas au top de ce que je pouvais être et que finalement, moi ou une autre personne, c'était la même chose. Là, je sens que non, je peux avoir ma place auprès de mes patients. Je sens que je peux faire la différence pour certaines personnes. Et finalement, ça me plaît, non? Vraiment, j'aime être dans ce tête-à-tête avec les patients ou dans ce trio parfois quand tu as des accompagnants. Je me sens vraiment à ma place.
Ça fait plaisir. Je suis contente pour toi. Heureusement qu'après toutes ces années, tu me dis pas, ouais, en fait, j'aime pas trop. Ah non, franchement, si jamais. Mais je pense que tu le sens vite quand ça te plaît pas. D'ailleurs, il y a plein de gens qui abandonnent les études de médecine pendant les études de médecine, hein. Il y a des gens qui ont le concours et qui, la deuxième année, arrêtent. Bah, ça arrive. Après, il vaut mieux arrêter en deuxième année que de se forcer si on n'aime pas pour arrêter au bout de 6 ou 7 ans. Enfin, si tu sais, quoi. Oui, voilà. Et puis, tu as des droits au remords. Tu as des gens qui prennent des spé, puis finalement, qui sentent qu'ils ne vont pas aimer. Moi, j'avais une amie qui avait pris médecine générale parce que, pareil, choix de facilité. Et puis, au bout d'un semestre, elle est retournée voir la fac en disant, non, mais moi, c'est pas possible. Je vais être psychiatre. Je pourrais pas supporter d'être médecin généraliste. Donc, vraiment, c'est une question d'affinité. Et tu le sens très vite. De toute façon, de manière générale, dans la vie, quand tu es un tantinet honnête avec toi-même, tu sens les choses. Mais c'est juste qu'il faut suffisamment d'honnêteté pour t'asseoir en face de toi-même et avoir cette discussion inconfortable avec toi-même. Chose que beaucoup de gens ne font pas, en fait, finalement. Ouais, parce que c'est pas évident de voir la vérité en face aussi parfois. T'as pas besoin que les autres te le disent, tu le sais. À la fin de la journée, quand tu te poses ta tête sur un oreiller et que tu es vraiment seul avec toi-même, tu sais si ta journée a répondu à tes attentes ou pas. Et quand ça répond pas à tes attentes, tu le sais. C'est juste que c'est inconfortable et que tu préfères mettre ça sous le tapis, quoi. Là, toi, il te reste que ta thèse, du coup, pour valider. Et tu fais une thèse sur quoi? Sur un truc de prof. Alors, je fais ma thèse parce que figure-toi que dans ce parcours incroyable, j'ai rejoint l'équipe des enseignants de médecine générale de ma fac. Et donc, je suis enseignante de médecine générale, notamment, j'anime des groupes d'internes. Et donc ça, c'est assez, c'était pas prévu, mais c'est venu assez naturellement et je suis super contente de faire ça, même si c'est pareil, c'est encore beaucoup, beaucoup de boulot à côté, mais bon, je pense que c'est quelque chose pareil que je vais maîtriser au fur et à mesure que je vais affiner ma pratique. Mais c'est accompagner des internes de médecine générale dans leur pratique réflexive. Et en fait, ma thèse, du coup, porte sur la construction d'une grille de supervision des enseignants de médecine générale pour qu'ils améliorent leur pratique pédagogique. Oh, c'est top. Ça fait un super pont entre ton ancien métier et ton nouveau métier. Exactement, ouais. Tu sais quand tu la rends? Parce que du coup, il faut la rendre, ensuite, il faut la soutenir. T'as une date déjà ou pas? Alors, la rendre, j'aimerais cet été et la soutenir, idéalement, ce serait à la rentrée. Mais sachant que là, toi, tu t'es déjà en exercice. Absolument, ouais, je suis remplaçante pour l'instant. Ok, et donc, qu'importe ce qui se passera avec la thèse, tu peux perdre ton poste si jamais, je sais pas, t'as pas une certaine note ou si... Non, alors à moins que tu fasses ta thèse avec, je sais pas moi, un mammouth dans le fin fond d'un... Mais non, tu as un directeur de thèse, tu es à la fac, tu es relativement encadré. C'est un travail que tu fais vraiment en commun accord et enfin, tu es suivi de manière très stricte par ton directeur de thèse. Moi, mon directeur de thèse, c'est un enseignant de la fac, c'est le directeur du département de médecine générale actuellement. Donc, on a des échanges réguliers et du coup, je sais absolument où je vais. Et normalement, quand tu la présentes, tu sais à peu près que tu vas être validé parce que c'est un travail que tu as fait en amont avec lui et il n'y a pas de raison que tu sois validé. Je ne sais même pas si ça existe quelqu'un qui valide pas sa thèse. Je pourrais pas te dire. Tu me poses une colle. À ma connaissance, non. Mais voilà, à part quelqu'un qui aurait fait sa thèse tout seul dans son coin sans parler de son sujet à personne, je vois pas trop comment c'est possible. Mais et du coup, donc, quand tu la valideras, puisque tu vas la valider, est-ce que ça va changer quelque chose à ton poste ou à ta rémunération ou à ton organisation? En fait, ce que ça va changer, c'est que je pourrais poser ma plaque parce que je serai enfin docteur en médecine, ce que je ne suis toujours pas. Je ne suis que médecin généraliste. Si peu, excusez-nous. Voilà, donc je serai enfin docteur en médecine et je pourrai poser ma plaque, donc m'installer. Donc c'est le gros changement qu'il y aura avec mon exercice actuel. Et est-ce que je compte m'installer alors il y a quelques semaines, je t'aurais dit que non, mais maintenant plus j'avance et plus je me dis que probablement que oui. Je me fais vieille, Florence, donc je pense qu'il est temps que je pose mes bagages quelque part là, parce que je commence à fatiguer. Il faut prendre un petit peu de force avant les 5 années pour la psychiatrie. Voilà, Tu auras c'est ça. besoin d'un peu de repos avant. Parce que du coup, si tu ne choisissais pas de t'installer, tu resterais en remplacement et tu voguerais au gré des besoins finalement. Voilà, une espèce de ZIL, mais des médecins généralistes. Sachant que là, en tant que médecin remplaçant, parce que si c'est comme Zil, tu peux remplacer et un médecin qui est malade. Bon, ça arrive, hein, j'imagine, c'est le comble, mais ça arrive. Tu peux remplacer un médecin qui a, je sais pas, une gastro pendant 2 jours, tout comme tu peux remplacer un médecin qui a un cancer et un long traitement, ou bien qui est en congé parental, par exemple, ça peut être plus long. Oui, ça peut être plus long, puis ça peut être
des remplacements réguliers parce que le médecin travaille jamais le mercredi et qu'il a besoin que quelqu'un le remplace tous les mercredis. Oui, en fait, il y a vraiment toutes les possibilités. La seule différence, si tu veux, avec le professeur des écoles remplaçant, c'est que ça n'est pas géré par l'État. C'est le médecin qui poste des annonces et toi, tu y réponds, en fait. Donc, le médecin qui a une gastro, par exemple, lui, il est rarement remplacé le jour même, tu vois, au pied levé. Ce qui fait que si jamais pendant un moment, tu n'as pas de remplacement parce que tu ne trouves pas de poste, t'es pas rémunéré du coup? Absolument. En fait, tu n'es rémunéré que si tu travailles. Bon, ce qui est le cas de toute façon de toutes les professions libérales, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu bosses pas, ben, tu gagnes pas d'argent, quoi. Donc, Mais t'arrives à trouver quand même des remplacements facilement ou ouais, ça va? oui, oui, oui. Ouais, ouais, je sais que non, non, c'était une crainte que j'avais parce que bah, forcément, quand tu connais pas comment ça se passe, bah, tu es persuadé que tu vas devoir, enfin, que tu vas galérer. En fait, non, il y a tellement, 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 tellement de demandes. On n'est pas suffisamment nombreux pour éponger le nombre de demandes de remplacement qu'il y a parce que bah, les gens s'épuisent. Hein, vraiment, médecin généraliste, c'est un métier pareil où tu es branché quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec tes patients. Tu dois traiter des mails, tu dois traiter des messages, des demandes urgentes. Et puis voilà, à côté de ça, ben, il faut quand même garder un minimum de qualité de vie. Donc, pour peu que tu veuilles pas travailler un jour par semaine parce que tu as des enfants, par exemple, et voilà, que tu veux profiter un peu de tes enfants, tu vas y aller en vacances une semaine toutes les 6 semaines pendant les vacances scolaires, bon ben il te faut un remplaçant régulier, sinon ça veut dire que tu fermes ton cabinet et qu'il y a personne et là c'est un peu compliqué à gérer. C'est ça, parce que si jamais tu as ton propre cabinet, donc si toi derrière tu t'installes, j'imagine que tu payes des charges comme les personnes qui sont en libéral, genre les kinés par exemple. Moi quand je vais chez le kiné, ils sont plusieurs et donc il y a ceux qui sont, alors je sais pas comment ça s'appelle, peut-être titulaires, qui eux perçoivent quelque chose de la part de ceux qui ne le sont pas, mais ceux qui ne le sont pas, s'ils partent en vacances, ben ils sont juste pas là quoi, c'est moins grave. Ça fonctionne de la même façon. Mm. Tes remplacements, est-ce que tu es obligé de les prendre aussi dans des déserts médicaux ou pas? Alors, en théorie, oui, tu es obligé parce que du coup, tu t'es engagé. Donc, mais la théorie étant totalement applicable dans la pratique, parce que encore une fois, moi, je vis dans un département où c'est un complet désert médical. Donc, quel que soit l'endroit où je vais aller travailler, je suis dans les clous. Et encore une fois, toute la région parisienne, 77% de la France est un désert médical, je crois, selon les derniers chiffres. Donc, même si j'allais passer une semaine, je sais pas moi, je vais te dire une bêtise, mais dans la Creuse pour me ressourcer un peu, bah, je serais encore dans un désert médical, donc je pourrais encore exercer. Donc non, à part les endroits huppés du sud de la France et certains départements, certains arrondissements parisiens, et puis j'imagine certaines grandes villes, peut-être du nord de la France, je sais pas moi, j'imagine Deauville, et encore, je sais même pas si Deauville n'est pas un désert médical. Je sais pas. Ouais, franchement, en tout cas, je sais que 80% quasiment du territoire est un désert médical. Donc vraiment, il y a peu de chances que tu te retrouves à exercer dans un coin qui n'est pas un désert médical. Et tu disais tout à l'heure que vers la 6e ou 7e année, je crois, tu avais mis fin à ta dispo. Du coup, tu as démissionné ou il s'est passé autre chose? Non, j'ai démissionné, j'ai envoyé ma lettre de démission, enfin, à l'éducation nationale. J'ai demandé, bah, je sais plus comment j'avais appelé ça, je crois que tu leur demandes de radier, Oui, c'est ça. Ouais, 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 ouais. c'est ça, c'est une demande de radiation. Donc voilà, pour mettre fin à ce petit renouvellement de dispo que je faisais tous les ans. J'avais gardé la dispo parce que je m'étais dit, bon, ben, on ne sait jamais, si jamais il y a besoin de travailler parce que accident de la vie, parce que difficulté, parce que voilà, finalement, pas possibilité d'aller jusqu'au bout du projet, bah, ça reste quand même une sécurité. Et j'y ai mis fin vraiment qu'à l'internat, c'est-à-dire au moment où je savais que j'allais être à 100% à l'hôpital. Sachant que tu étais, j'imagine, en dispo pour donc enfants de moins de 12 ans. Tes enfants, ils avaient 12 ans ou pas? T'étais obligée de t'arrêter, d'arrêter ta dispo? Si, si, j'étais obligée à ce moment-là. Ok, parce que je me demandais sinon pourquoi tu n'avais pas attendu vraiment le tout Ah non, dernier non, j'ai moment. attendu. J'ai attendu, j'ai compté et j'ai arrêté vraiment quand j'avais plus d'autre choix que d'arrêter, ouais. En termes d'horaire et de journée d'organisation, comment ça se passe? Alors même si là c'est des remplacements, j'imagine que t'as pas deux journées qui se ressemblent, puis c'est un métier humain, donc de toute façon t'as jamais deux patients pareils. Mais est-ce qu'il y a une organisation de journée? Je sais pas, est-ce que le matin t'arrives à telle heure? Est-ce qu'il y a sur un tel créneau il y a de la paperasse à faire ou des missions spéciales qu'on s'imagine pas quand nous on voit notre médecin? Est-ce que les horaires, est-ce qu'elles sont fixes? Est-ce que tu sais que le soir tu vas rentrer à telle heure pour faire à manger aux enfants? Enfin, comment ça s'organise un peu ton quotidien? Alors là, depuis que l'internat se termine, c'est quand même effectivement un peu plus régulier.
Et ma vie ressemble un petit peu plus à la vie de monsieur tout le monde qui a un emploi avec des horaires fixes parce que bah, maintenant, c'est moi qui choisis. Je dépends plus d'un service, je fais plus de garde, je dépends pas de quelqu'un qui va m'imposer des vacances. Donc, en ça, ça a vraiment tout changé. Donc oui, j'arrive à être assez régulière dans mon emploi du temps. En gros, voilà, je bosse 4 jours par semaine. Je fais des gardes un peu le week-end en maison médicale de garde. Et puis, mes horaires sont relativement fixes, hein. Je me fixe un maximum de 18 heures pour rentrer chez moi et continuer ma petite vie, en sachant qu'il y a la thèse à préparer à côté. Et puis, bon, ben, j'ai toujours plein de projets à côté à faire. Donc, voilà, j'essaye de tout équilibrer du mieux que je peux, même si, bon, c'est une utopie de penser qu'on peut être à l'équilibre. Mais enfin, bon, on essaye. Ouais, après tu t'en sors vraiment pas mal parce que je voyais même sur les réseaux, tu sais, t'avais partagé toute une série de vidéos là sur 30 jours qui étaient hyper intéressantes, que t'as enlevé de ton profil par ailleurs. Il y en a que je voulais retourner voir. Alors, je vais les remettre sur mon profil parce qu'en fait, elles sont juste sur la partie réelle. Ah, bah, du coup, je l'ai pas trouvé. Il y a des sujets que je trouvais hyper intéressants et du coup, c'est vrai que je te voyais faire ça. Je me disais, mais comment? Enfin, déjà, quand on a juste une vie simple, tu vois, moi, j'ai même pas d'enfant. Je veux déjà me gérer, ça me prend du temps. Je me dis, j'ai parfois du mal à caler mes interviews, mon montage, ma com, mon machin. Toi, t'es médecin, t'as 3 enfants, t'as une thèse à préparer, puis oh bah tiens, je vais faire un petit réel pour Instagram. Bah, pourquoi j'en ferais pas 30? Tiens, allez, un tous les jours. Mais tu sais, hein, franchement, c'est vraiment c'est l'histoire de ma vie, hein. C'est-à-dire que si c'est pas challengeant, bah, ça m'intéresse pas. Donc en fait, j'étais partie en me disant, bah, je vais faire 31 jours, 31 déclics. Pourquoi faire juste un réel comme ça isolé? Et du coup, c'est ce qui fait que je suis productive, hein. En fait, je me rends compte que j'ai ce problème d'être dans le challenge pour être productive. Donc bon. Au niveau des congés, tu peux du coup choisir quand est-ce que tu en poses et est-ce que tu en as un nombre par année ou est-ce que bah, c'est plus t'en poses, juste moins t'es payé? C'est ça. Plus t'en poses, moins t'es payé. Donc, en fait, c'est vraiment toi qui t'organises en fonction ben, des dépenses que tu as, du train de vie que tu veux avoir. Donc, j'imagine que c'est personne dépendant, en fait, hein. Il y a des gens qui, en travaillant 3 jours par semaine, ça va suffire. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de travailler un petit peu plus en fonction de leur projet. Bon, moi, je suis quelqu'un qui aime voyager, par exemple, à mon grand dame. Donc, donc, je suis obligée de travailler au moins pour ça. Et en fait, c'est marrant, tu vois, que tu me poses cette question parce que la dernière fois, je faisais mon emploi du temps et je me disais, bon, il faudrait quand même que j'essaye de me faire genre une semaine toutes les 6 semaines parce que finalement, c'est ce qu'on a quand on est prof. Et évidemment que c'est la chose qui me manque le plus. Hein, on va pas se mentir, hein. Franchement, les 2 mois de congé d'été et les 2 semaines, toutes les 6 semaines, c'était vraiment quelque chose de confortable, même si, je sais pas pour toi, mais moi, à l'époque, quand on me disait, oui, bah, c'est bien, vous avez les vacances, j'étais la première à dire, oui, on a du travail, ok, c'est facile, hein. Bon, maintenant que je ne suis plus prof, je me rends bien compte qu'effectivement, c'était ultra confortable. Voilà, c'est un autre rythme, c'est une autre façon de s'organiser, c'est une façon aussi de prendre une totale responsabilité de son temps et finalement du salaire qu'on génère, parce que c'est vrai, quand on est prof, on est fonctionnaire et ça dépend vraiment pas de nos performances et de notre productivité, ça dépend juste finalement de notre échelon, etc. Donc, c'est une façon complètement différente de se penser, mais j'aime bien. En termes, si tu es à l'aise avec le sujet, mais on n'est pas obligé, en termes de salaire, parce qu'il y a tout le temps des gens qui se posent la question, maintenant que tu es médecin généraliste, combien tu te rémunères, sachant que du coup, bah, ça va forcément dépendre de chaque profil, de combien de jours on travaille, d'est-ce qu'il y a des remplacements ou pas, puis après, est-ce que tu es à ton compte ou pas, est-ce que tu as des charges locatives ou pas, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, mais globalement, toi, sur une fourchette, là, tu te rémunères à combien? Alors, on va dire que sur une fourchette, en fonction de combien tu travailles, tu peux gagner de 6 000 à 9 000 € par mois. En sachant que sur ces 6 000 ou 9 000 € par mois, il y a ce que je ne connaissais pas en tant que fonctionnaire, à savoir l'URSSAF, la CARMF et les impôts sur le revenu. Donc moi, je découvre tout ça parce que du coup, on est prélevé à la source quand on est fonctionnaire, donc on n'est pas du tout à faire des petits calculs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment que ce qu'on gagne n'est pas ce qu'on peut se mettre réellement dans la poche. Donc au final, il faut savoir que sur, par exemple, on va dire la fourchette la plus haute, quand tu es à 9 000 €, il faut compter à peu près 40% qui va dans ces différents organismes. Donc, c'est énorme et ça peut être parfois décourageant parce que du coup, tu as l'impression de travailler beaucoup pour finalement payer beaucoup d'impôts. Et donc, bah, forcément, je comprends plein de gens qui fuient la France pour les impôts. Mais bon, en même temps, bah, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, hein, tu as voulu jouer, bah voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est
ça reste de toute façon beaucoup plus attrayant sur le plan de la rémunération qu'un enseignant. Parce qu'un enseignant, vraiment, en fin de carrière, moi, je me souviens d'une collègue en fin de carrière qui avait fait je ne sais plus combien d'annuités, là, 42 années, et qui était à 3300, je crois, à la fin de sa carrière, à 60 et des brouettes, tu vois. Donc, non, je pense que sur le plan de la rémunération, clairement. Donc, sauf si tu es prof et que tu fais quelque chose à côté. Moi, je pense que j'aurais été comme toi. Je pense que vraiment, si j'avais pas fait médecine, je pense que j'aurais fait un podcast ou un truc comme ça, tu vois. Alors que je serais retournée en tant que prof, mais j'aurais développé une activité à côté qui m'aurait complètement sortie de ce côté je subis ma vie. En fait, j'aurais essayé de... Et je pense que le podcast, effectivement, c'est totalement un outil qui s'y prête parce que du coup, tu abordes énormément de sujets. Bon, forcément, j'aurais trouvé un sujet qui m'intéresse, mais il y a tellement de sujets qui m'intéressent que ça n'aurait pas été de souci. Et oui, franchement, je pense que j'aurais fait ça. Alors après, oui, c'est vrai que quand tu es prof et que tu n'aimes pas ce que tu fais, tout ce que tu fais à côté de ta journée de prof te paraît une montagne. Encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand on veut se dégager du temps, on arrive à se dégager du temps. Donc, tout est question de qu'est-ce qui te motive à te dégager du temps? Est-ce qu'il y a un truc pour lequel tu te bats et tu as envie de te dégager du temps pour ça? Ou est-ce que finalement, il n'y a rien qui te motive et tout va te prendre une montagne de temps à faire, quoi? C'est vraiment une question de mindset. Et je pense d'apprendre à dire non aussi. Parfois, notre temps, il est rempli. Je sais qu'il y a énormément de femmes et notamment de mamans qui écoutent le podcast et qui sont donc enseignantes et qui ont tendance à toujours être gentilles, toujours accepter. Au boulot, tu fais plus de réunions que prévu et de toute façon, t'es pas payé. Puis à la maison, t'acceptes de faire ici et ça, ici et ça. Et puis en fait, tu dépannes et puis ton temps, il est pris comme ça. Et c'est hyper dur de dire, enfin pour moi en tout cas, c'est vrai que je fais une généralité de mon cas, mais je trouve ça hyper dur de dire non et vraiment c'est un travail de tous les instants quoi. Mais quand on dit non à certaines choses, ça nous permet aussi de dire oui à d'autres choses. Donc, mais c'est pas facile de le voir comme ça quand on l'a jamais fait et même quand on commence à le faire, c'est comme le syndrome de l'imposteur quoi. C'est un travail d'une vie, j'ai l'impression. Ben moi, je sais que c'était quelque chose de très compliqué pour moi parce que j'étais vraiment le genre de personne toujours disponible, toujours partante pour tout. Et en fait, laisser cette place-là et finalement accepter déjà que tu n'es pas irremplaçable. Hein. Si toi, tu n'es pas disponible, il y a quelqu'un d'autre qui le sera et c'est OK, comme disent les psychologues. Ça demande un peu d'humilité et en même temps un peu d'égoïsme, mais tout ça mélangé fait que effectivement tu te recentres un petit peu sur toi-même et tu arrêtes de vivre en fonction des attentes des autres et puis tu priorises tes attentes à toi, ce qui fait que tu t'épanouis. Mais c'est vrai que quitter la scène de la vie des autres, c'est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué. Et c'est pourtant nécessaire pour occuper la scène de sa propre vie à soi, en fait. J'ai une dernière question d'une auditrice qui se demandait, est-ce que, c'est toujours Muriel, est-ce que tu as des regrets sur du coup toute la sphère professionnelle, peut-être les choix que tu as pu faire ou que tu aurais dû faire, ou est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes aujourd'hui? Alors non, Muriel, je ne regrette absolument rien. Et pourquoi? Parce que à 45 ans, je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas été le cumul de tous ces choix qui peuvent paraître hasardeux, mais qui ont correspondu à chaque instant de ma vie à la personne que j'étais. Et j'ai vraiment aucun regret, aucun truc que j'aurais fait différemment. Je referais tout pareil parce que c'est vraiment chaque épreuve qui m'a façonnée et qui me donne. Et encore une fois, c'est le plus cher à mes yeux. C'est ce mindset que j'ai réussi à développer maintenant. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis probablement l'adolescence, hein, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est vraiment ce truc de finalement se planter, faire des mauvais choix, les assumer, recommencer, redresser, se questionner. C'est un parcours que aucune expérience professionnelle ne peut remplacer. C'est un parcours personnel, c'est vraiment le chemin qui fait la personne encore plus que la destination. Bah écoute, c'est magnifique de t'entendre dire ça, je suis trop contente pour Ouais, toi. merci. Bravo et chapeau. Et la dernière question du podcast, c'est peux-tu compléter la phrase avant j'étais prof, aujourd'hui je suis? Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis médecin et fière. Ah t'as bien raison de l'être, tiens. En tout cas, merci beaucoup parce que t'as vraiment répondu à toutes mes questions en toute transparence. Du coup, j'ai fait un mix de tout ce que tout le monde m'a demandé. Si jamais il reste des questions, t'es d'accord que je te tag sur Instagram et dans la description Pas de de l'épisode. problème. Bon, si jamais il y a des médecins en herbe comme ça, ils pourront te contacter. Et puis, écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. De toute façon, je suivrai tes aventures. Donc, si tu deviens psychiatre dans 10 ans et qu'Instagram existe toujours, je le saurai. Je le dirai, t'inquiète.
J'espère bien. Ben, merci beaucoup et puis à bientôt. À très bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!